Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette vidéo d'histoire de vinyle consacrée au gothic rock, à la dark music ou à la cold wave. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que ces trois sous-genres musicaux puisent un peu leurs racines dans le rock, un peu d'ailleurs dans le post-punk. Des thèmes sont une musique et des paroles introspectives, ou pas très loin, souvent, vous avez des thèmes tels que l'isolement social, sentimental, la dépression, des thèmes plutôt macabres souvent, avec des références à une littérature, d'ailleurs souvent française, même pour les groupes britanniques, puisque c'est un mouvement qui est né en Angleterre, je pense, principalement, tels que Charles Baudelaire, Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, bref, ce sont des références qui sont souvent citées, et puis aussi, bien sûr, du côté anglais, du côté de ce qui a été appelé la littérature gothique, ou en tout cas des poètes dits maudits aux thèmes sombres, tels que Byron, et puis ensuite au XIXe siècle, Oscar Wilde, Mary Shelley, etc., etc. Vous êtes dans cet univers, effectivement, des sœurs Brontë, des landes humides et grisouilleuses, et puis voilà. Parfois avec une approche ésotérique, fantastique, du côté des fantômes ou de présences spirituelles qui viennent hanter les succubes et les incubes. Bref, vous êtes un peu dans cet univers extrêmement sombre qui a quelques figures tutélaires, puisque ces groupes vont s'inspirer, ou en tout cas vont revendiquer l'influence, bien sûr, d'un certain nombre de groupes. Ce qui est important aussi dans la musique gothique, ou cold, ou dark, on va essayer de... pas évident, c'est la théâtralité. C'est-à-dire, ça tient à la fois au jeu de scène, bien entendu, qui peut être très statique ou alors au contraire très théâtral, qui peut être dans les tenues vestimentaires aussi, dans les maquillages, dans les coiffures, bref, vous avez un style gothique ou cold ou dark. Alors, les figures tutélaires. Je pense qu'une figure tutélaire, c'est le Velvet Underground. Et en particulier, un album. Je ne vais pas citer le premier cette fois-ci, je vais citer White Light, White Heat du Velvet Underground. Nico n'y est plus, mais bon, les thèmes qui sont abordés, et puis l'ambiance, effectivement extrêmement sombre d'un morceau tel que Sister Ray sur cet album, avec bien sûr l'alto de John Cale, absolument sublime, un disque extrêmement sombre dans cette thématique et dans sa musique. Autre figure qui est importante, je pense, dans la musique dite gothique ou dark, c'est Nico. Eh oui, donc j'ai pas cité le premier album du Velvet Underground and Nico, mais Nico, en particulier sur ses deux premiers albums, le premier qui sort en 1967, Chelsea Girl, avec un titre comme Chelsea Girl par exemple, même si elle a un peu renié cet album, parce qu'il y a été ajouté après à son insu une flûte, des cordes, enfin bref, et donc elle a un peu renié son album, mais il faut quand même pas déconner Nico, parce que un titre comme It Was a Pleasure Then, composé par Lou Reed et John Cale, donc dépouillé de tout cette fois-ci, est clairement une inspiration, je pense, a été une inspiration pour de nombreux groupes, je bafouille, gothiques. Tout comme l'album suivant qui sort en 68, celui-ci 67, c'est The Marble Index, bien sûr, avec Evening of Light. C'est tout à fait envoûtant, là, elle est toute seule avec un harmonium. Bien sûr, John Cale participe à l'enregistrement, il le produit, je crois, son alto intervient, les thèmes sont extrêmement sombres, bref, presque macabres, solitude, elle traverse des moments d'ailleurs assez difficiles à ce moment-là dans sa vie, et donc on va rencontrer bien sûr Jim Morrison qui va l'encourager dans sa carrière. Bref, c'est une figure qui a inspiré de nombreux groupes gothiques. Allons-y. Je pense qu'avant la musique dite gothique,
il y a Joy Division. Il y a Joy Division, donc dans le post-punk, qui donne ses lettres de noblesse à la Cold Wave, et je pense que la Cold Wave va quelque part enfanter de la musique dite gothique, quasiment dans la foulée. Hein. Et je vais choisir l'album Closer, qui met bien dans l'ambiance. C'est le deuxième album, bien sûr, de Joy Division avec Ian Curtis, bien entendu, et Peter Hook à la basse. Bref, j'en passe. Superbe pochette, superbe album. C'est le deuxième et dernier album studio, bien sûr, de Joy Division, Closer, sans aucun doute, une inspiration très grande. Et le lien avec le post-punk est là. Hein, le groupe précédent de Ian Curtis et de ses amis, c'était Warshaw, effectivement plus dans le punk. Et là, on est clairement dans le post-punk et dans la Cold Wave. Impossible de ne pas citer, puisque c'est enregistré dans la foulée quasiment, c'est Movement en 81 de New Order, bien sûr, bien sûr, Ian Curtis s'est suicidé, et donc les musiciens restants vont former New Order, qui aura un succès considérable, bien entendu, mais ce premier album, il est tout à fait imprégné de cette part extrêmement sombre, obscure, les thèmes de Ian Curtis dans ses paroles, hein, c'est ça. Hein. C'est le suicide, c'est la dépression, c'est la solitude, bref. Un groupe souvent référencé comme progéniteur de la musique gothique. Et moi je trouve qu'il y a au moins un titre sur cet album, même si voilà, tout l'album est absolument formidable. On fait un peu la transition entre le post-punk et puis la musique gothique. C'est le deuxième album de Siouxsie and the Banshees, bien sûr, Join Hands. Quel album absolument formidable. Je vous parlais effectivement de l'aspect des musiciens, des coiffures, des maquillages, etc. Avec Siouxsie and the Banshees, nous y sommes totalement. L'album sort en 1981, me semble-t-il, et un titre comme Premature Burial. Voilà. Le thème général de l'album, c'est effectivement le drame qu'a été la Première Guerre mondiale. Donc les morts, ceux qui sont restés, ceux qui sont revenus, bref. Et, voilà. Un thème absolument fantastique. Tout ça, ce sont des groupes anglais. C'est clair que le Cold Wave, Gothic Rock, Dark Wave, tout ça, ce sont des groupes britanniques, ça naît en Angleterre, et puis je vous ferai une toute petite deuxième partie à la fin consacrée aux groupes français et autres groupes à la même époque, dit Cold Wave Gothic. Alors un groupe qui fait aussi la transition, qui n'a qu'un seul album, c'est Theatre of Hate de Kirk Brandon, Westworld qui paraît en 1982. Quelle merveille. Alors là, la particularité de ce groupe, alors une chose que je n'ai pas dite relativement aux voix, c'est que lorsque le chant est assuré par un homme, c'est extrêmement variable. Souvent, c'est une voix de baryton. Hein, Ian Curtis, par exemple, de Joy Division, ou en tout cas de ténor, bref, assez basse. Et puis, à l'opposé, vous pouvez aussi avoir des sopranos, et c'est le cas ici. Chanteur donc Kirk Brandon de Theatre of Hate. La particularité, autre particularité de l'album, c'est d'avoir un saxophoniste. Brennan, le saxophoniste, je vais trouver son nom, voilà, c'est John Boyle Leonard, le saxophoniste, bref, une ambiance extrêmement sombre. On est, encore une fois, considéré comme du proto-gothic rock, en tout cas, fantastique. Parmi les pros, encore une fois, les progéniteurs de la musique gothique, vous avez ce groupe qui n'aura fait qu'un seul album aussi, complet, sous ce nom en tout cas, c'est le Sex Gang Children, Song and Legend, qui sort lui aussi en 1981 ou 82, bref, vous l'aurez dans la frustration. Au cœur de ce groupe, vous avez bien entendu Andy Sex Gang, leader, qui va rapidement quitter le groupe va rapidement exploser, et puis cet album est absolument fantastique. Alors il est très voilà, entre le punk clairement et puis la musique très sombre dans ses thèmes, etc. C'est un superbe album, unique album
du Sex Gang Children. Andy Sex Gang va avoir une carrière assez longue, il va former ensuite le Andy Sex Gang and Quick Gas Band. C'est compliqué, il va pas y avoir beaucoup de succès, monsieur. Bon, enfin bref. Et puis donc bien sûr il y a des EP, ça c'est une caractéristique que je reprends souvent et que j'évoque souvent, effectivement le fait que j'ai acheté à certaines époques, plus que les 33 tours qui étaient trop chers, des EP. Alors, voilà par exemple Andy Sex Gang, effectivement, qui est une figure revendiquée au fondement de la musique gothique, Andy Sex Gang et le Sex Gang Children, comme le groupe suivant, 1919, un groupe originaire de Bradford, qui a fait encore une fois qu'un seul album. Il n'y a pas de chance. Si, je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Qui a été... bon, ici c'est une réédition que vous avez ici. Voilà, c'est un groupe qui est clairement à la jonction entre le punk, le gothique et presque l'indus. À la façon de ce que vous entendez peut-être, qui est un groupe français en arrière, en fond sonore. Oui, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais vous avez effectivement le gothique, le Cold Wave, plutôt Cold Wave gothique, puis Dark, et puis il y a la musique un peu indus qui vient se greffer, là-dessus, dans les thèmes un petit peu sombres. Comment ne pas évoquer cette trilogie bien sûr considérée comme parmi les premiers, les meilleurs, peut-être les meilleurs, je ne sais pas, mais en tout cas les premiers disques de musique dite gothique. Bien sûr, c'est la fameuse trilogie des Cure, 17 Seconds en 1980, Faith et Pornographie en 82. Bon, que dire ? C'est une merveille. Là, vous êtes tout à fait dans l'aspect le plus sombre de ce que vont produire les Cure. Je vais y revenir dans un instant. Donc avec 17 Seconds en 1980, vous les connaissez par cœur, je pense. Faith, bien sûr, 1981. Et puis, Pornographie, 1982, lesquelles trois merveilles absolues. Dans ce côté sombre, je crois qu'ils n'y replongeront plus véritablement. Hein. Le groupe se dissout, en tout cas Robert Smith quitte, va rejoindre Siouxsie and the Banshees pour 2 ans à la suite de l'enregistrement de Pornographie. Simon Gallup quitte le groupe, bref, il y a un moment un petit peu de flottement chez les Cure avant qu'ils ne se reforment, et puis en 89, ils ne nous produisent le fameux Disintegration, quelle merveille. Bon, peu importe, on n'est pas tout à fait dans la même ambiance, mais peut-être l'avez-vous suivi, pour ceux qui sont amateurs ou ex-curistes, eh bien, le dernier album des Cure qui est sorti cette année, en 2024, et qui retrouve le côté extrêmement sombre, mélancolique. Robert Smith y évoque la perte de son frère. C'est une merveille. Songs of the Lost World, des Cure, sorti en 2024, et vous retrouvez complètement ce côté très sombre gothique des 3 albums que je viens de mentionner. Alors, cette fois-ci, on entre plein pied dans le gothique, bien entendu, avec ce groupe. Bien sûr, les Sisters of Mercy, le groupe d'Andrew Eldritch. En fait, ils n'ont fait qu'un... sous le nom de Sisters of Mercy, hein, les sœurs de miséricorde, qui sont à la fois, bien sûr, cet ordre religieux, mais aussi un nom donné aux prostituées, et qui évoquerait aussi comme référence donnée par Andrew Eldritch les sœurs Brontë. On y revient au haut de Hurlevent, bref, les Sisters of Mercy, voilà, le First and Last and Always, c'est un album qui sort en 1985, qui est une merveille absolue. Malheureusement, le groupe va exploser assez vite, puisque Wayne Hussey et Craig Adams vont quitter le groupe pour des désaccords relativement aux compositions. Andrew Eldritch, semble-t-il, a voilà, est une personne de caractère, dirons-nous. Bref, voilà, le groupe explose. Il va se reformer sous un autre nom qui est Sisterhood. Ce même nom avait été pris par les 2 musiciens qui ont quitté le groupe, Wayne Hussey et Craig Adams. Mais finalement, c'est lui qui récupère
le nom Sisterhood, et il va enregistrer sous ce nom-là, me semble-t-il, 2 albums Andrew Eldritch. D'ailleurs, sur le premier, il y a Alan Velga, c'est l'album Blind, je crois. Il y a Alan Velga de Suicide. Bref, fantastique. Alors bien sûr, le groupe en question, le cœur palpite un tout petit peu, puisque eh bien, j'ai acheté ce EP avant la sortie du premier album de The Mission, donc avec Craig Adams et Wayne Hussey, qui ont formé The Mission après avoir quitté Sisters of Mercy. Et bien le premier EP, qui est tiré du... alors qui n'est pas tiré, qui paraît avant le premier album de The Mission, et qui est numéroté avec des chiffres romains comme ci. D'ailleurs en anglais, je crois que ça s'appelle les... The Roman numeral, quelque chose comme ça, 1, 2 et 3. Eux, ils vont avoir une approche beaucoup plus de club, disons, beaucoup plus dansant, en particulier avec le titre sur cet album. Bon, vous êtes dans l'ambiance. C'était déjà un petit peu le style vestimentaire des Sisters of Mercy, avec Craig Adams ici et puis Wayne Hussey. C'est Serpent's Kiss, ce titre. Voilà. J'ai acheté ce truc-là quand il est sorti en 1980. Alors, il est enregistré fin 85 et je ne sais plus si je l'ai acheté comme en 86. Probablement, j'étais pas bien vieux. Un autre, bien sûr, Tower of Strength, 1987. Je pense que The Mission, vraiment, bien sûr, ils vont avoir beaucoup plus de succès que les Sisters of Mercy, même si, bien sûr, l'album des Sisters of Mercy va atteindre, bien sûr, le statut d'album culte, bien entendu, et c'est amplement mérité. Andrew Eldritch va produire un groupe sur son propre label, je crois. C'est les March Violets. Voilà un groupe gothique, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je vous propose ici un EP de ce groupe de March Violets avec Snake Dance. Alors c'est assez fantastique, il y a 2 versions de Snake Dance, une version allongée et la version qui sortira pour les clubs, on va dire. La version étendue est formidable. Il y a 4 titres sur ce EP, les March Violets. Voilà. Si vous voulez découvrir un petit peu un groupe qui aura une durée de vie extrêmement éphémère, dont 2 albums sont référencés comme étant de ce groupe, or il ne s'agit que de compilations. En fait, 2 singles, etc. ne sont pas de véritables albums studio, et je crois même que sur le premier, il y a des enregistrements qu'ils avaient fait pour John Peel et sur Radio One. March Violets. Voilà un groupe culte. Tout à fait, c'est pas avec un jeu de mots. Pareil, de la période d'activité du groupe, pas d'album. Il n'y aura qu'un album de compilation, qui est une compilation en fait de titres enregistrés. Alors, après la dissolution du groupe en 83. Ça, par contre, ça paraît de leur période d'activité. Le groupe, c'est The Southern Death Cult avec Ian Astbury, qui fondera ensuite Death Cult, puis Cult, bien sûr, le groupe qui remportera un succès, qui va passer du gothique au hard rock, enfin bref, qui aura un succès considérable. À noter, donc, superbe EP, encore une fois. Ça, c'est pour le coup, c'est sorti dans l'activité du groupe en 1982, ce EP, avec le fameux titre Moya. Donc, de toute façon, les 3 titres sont fantastiques. Fat Man, Moya et The Girl. Superbe. Avec Ian Astbury. Au sein, il sera rejoint pour fonder, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, The Cult sera rejoint par Billy Duffy, qui a fait partie un temps du groupe Theater of Hate, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous l'attendiez celui-là, vous l'attendiez peut-être celui-là. Ah, où est-ce que j'en parle maintenant? Parce que hop, allez, je saute. Parce qu'on est un petit peu dans le même style, on est dans le rock gothique et c'est un superbe album que celui-ci. Heaven is Waiting du groupe The Dance Society. Bon. Alors eux par contre ils ont plusieurs albums studio, si je ne dis pas de bêtises, bon, vous verrez dans l'incrustation, la sortie de cet album c'est 85. Beaucoup de ces albums beaucoup de ces groupes se forment en 1980.
C'est un point commun à beaucoup d'entre eux, à part bien sûr les premiers dont j'ai parlé, donc Suicide and the Banshees, etc., qui se forment à la fin des années 70. Superbe album de Dance Society, est définitivement à mettre dans le rock gothique. Ce groupe, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que je ne vais pas vous proposer le premier. Non, je vais vous proposer le troisième album de ce groupe, et ce groupe c'est Bauhaus. Bien sûr, avec The Skies Gone Out. Pour moi, il est plus dans le rock gothique, dans ses thématiques, que le premier qui est très très bien. Alors le deuxième, il est vraiment différent. C'est The Masks. Et celui-ci est absolument fantastique. Je vous le conseille vivement si vous ne le connaissez. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent bien sûr cet album fantastique. Vous aurez l'occasion de contester mon choix si vous le souhaitez. Alors, dernier groupe britannique qui lui est dans la théâtralité complète, effectivement, qui n'est pas facile de classer. Est-ce qu'on le met dans le rock gothique? Oui, certainement. Dans la théâtralité du côté d'Alice Cooper, et puis qui a en fait des styles au cours de sa carrière très longue et de nombreux albums, des styles très musicaux. Ils iront dans le dark, dans le metal, etc. Et bien c'est le premier album 1983 de Alien Sex Fiend. Voilà. Là on est dans la théâtralité complète, nous y sommes avec le couple Fiend justement. Il faut absolument écouter cet album et les suivants d'ailleurs, et puis encore une fois, rien de vraiment inintéressant dans Alien Sex Fiend. J'ai pas tout en vinyle, mais j'en ai quelques-uns. Je vous propose le premier, 1983. Maintenant, je vous propose une deuxième partie. Et oui, les petits Frenchies, ils en ont fait de la musique cold, gothique dans les années 80. Allez, c'est parti. Alors, les petits Français. Donc, même période. Une chose qu'il faut tout de même préciser avant d'aborder effectivement le rock cold, ou disons la cold wave, gothic rock en France au début des années 80, petit rappel quand même sur le... je vous ai parlé tout à l'heure du chant, hein, entre le baryton, ténor et puis parfois le soprano. Une autre caractéristique, souvent c'est l'emploi d'une boîte à rythme à la place de la batterie. Ça c'était le cas chez les Sisters of Mercy, pas toujours, hein. Par exemple The Mission, ils reprendront un batteur. C'est aussi la basse qui est souvent très en avant, et puis des guitares très très métalliques qui pourraient parfois rappeler celles de l'acid rock. Et d'ailleurs un des effets qui est parfois utilisé chez certains de ces groupes, c'est la fuzz. Et oui, encore une fois, ici, cher au groupe psychédélique des années 60. Alors, en France, eh bien oui, la France n'est pas restée en reste, pas du tout, même avec, concernant le post-punk. Je ne parle pas du punk en France, non pas du tout, je ne vais pas vous parler d'Edith Nylon, mais dans le post-punk, et qui vont emprunter la voie tracée par Joy Division, parce qu'ils écoutent beaucoup bien sûr ce qui se passe en Angleterre. Et bien vous avez le groupe de Philippe Pascal, Marquis de Sade. Et donc ils se forment à la fin des années 70, leur premier album sort en 1979, et moi je vous propose le deuxième et dernier, enfin dernier si l'on veut, puisque se sont reformés dans les années 2010. C'est Rue de Siam, qui est pour moi dans les thèmes, les paroles, alors ils chantent à la fois en anglais et puis en français, les thèmes sont extrêmement sombres. Back to Cruelty, Stairs and Halls, Cancer and Drugs, bref, superbe album 1981, c'est le deuxième et dernier album du Marquis de Sade à écouter. Bien sûr, il gravite, il y a tout un tas de personnes qui vont graviter autour de ce groupe, Etienne Dao, etc., enfin bref, qui vont citer le Marquis de Sade comme une influence majeure, ça ne fait aucun doute. Un petit groupe amiénois, lui, qui est clairement du côté du rock cold wave et puis gothique, donc originaire d'Amiens, qui n'ont sorti qu'un seul EP en 1981 ou 82. Et bien c'est Guerre froide. Alors là, la voix, on n'est ni dans le ténor baryton, ni dans le soprano, on est une espèce de voix totalement monocorde. L'album, donc ce EP qui s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires peut-être à l'époque, quasiment autoproduit,
eh bien, va être réédité dans les années 2010, je crois, sur Born Bad Records. Donc là, c'est la copie. Donc on est tout à fait dans cette ambiance. La voix va peut-être vous gêner un tout petit peu, cette voix qui est pas très puissante et puis très monocorde, qui donne un style tout à fait particulier au groupe. Originaire d'Amiens Guerre Froide, qui n'aura fait qu'un seul EP. Un autre groupe qui n'aura pas fait grand chose non plus, dont ce EP, c'est le groupe de Pascal Imbert, le bassiste qui rejoindra Théo Acola. Théo Acola, Orchestre Rouge, pour commencer, dirons-nous, avant de... Voilà, c'est le groupe de Pascal Imbert et d'Elsa Dressner, c'est Tanit. Et puis ce EP que j'adore, la pochette de ce disque, très surréaliste, fantastique, Can an Actor Bleed, super. Bon, c'est un EP, il y a 4 titres, je crois. Donc Can an Actor Bleed, bien sûr, superbe titre. C'est fantastique. Voilà, on est plus du côté de la post-punk cold wave, véritablement, que du rock gothique, mais comme la vidéo est consacrée voilà, à ces 3 sous-genres musicaux, gothique, cold et dark, je vais y arriver. Alors, un autre groupe qui n'aura fait qu'un seul EP, vous allez me dire, mais c'est français, ils sont fait discrets. Oui, alors là, on est plus, effectivement, plus du côté du post-punk, qui voudrait bien aller vers la cold wave, dirons-nous. Peut-être connaissez-vous ce groupe qui n'a pas eu un grand succès, mais qui est devenu un petit peu culte quand même, c'est Panorama, et qui n'aura fait qu'un seul EP. C'est un météore qui sort ce disque en 1981, nous sommes pile poil dans la période, voilà, à redécouvrir, donc avec en particulier un titre qui a eu un petit succès dans les boîtes de nuit, Sinbad the Sailor, et puis Les Secrets du Pharaon, bien entendu, du groupe Panorama. Alors, cette fois-ci, on est du côté très sombre, dark et indus, avec le groupe du Rennais, non, il est vilaine, ouais, c'est ça, Philippe Pichot, qui est par ailleurs aussi photographe. Alors, on est très dans l'univers un peu, effectivement, un petit peu très sombre. Les pochettes d'ailleurs parlent d'elles-mêmes, dans des univers souvent un petit peu sadomasochistes aussi. En tout cas, Mazor est une influence évidente de D-Form, qui est aussi le nom du groupe. D-Form, il joue sur les 2 mots D-Form pour D-Form, bien sûr en français, mais aussi D-Form, c'est une référence au mouvement artistique allemand, le Bauhaus. Ici, Some Experiences in Shock, superbe album de 1982. C'est ce que vous entendiez au tout début dans la première partie consacrée au rock, dark, cold en Angleterre, à redécouvrir de nombreux albums de D-Form, et puis surtout la carrière de photographe très intéressante de Philippe Pichot. Alors, j'ai mis ce groupe-là juste après, précisément parce qu'on est on glisse un petit peu du côté indus, mais on est toujours dans cet univers avec cette voix très basse, etc. L'utilisation de synthétiseurs, c'est le groupe français qui souvent ont été pris pour des Belges, mais non, ce sont bien des Français. C'est Trisomie 21, ici avec leur premier EP, avant la sortie de leur premier album, Wait and Dance. Pareil, ça je l'avais acheté à l'époque, il sort en 1985 ou 86, il a été enregistré, c'est écrit derrière, il a été enregistré en printemps 85, eux, ils ont enregistré en Belgique, etc. C'est pourquoi ils ont souvent été considérés comme un groupe belge. Trisomie 21, tout à fait intéressant, un peu dans la filiation de D-Form. Et puis dans le côté très dark et gothique, alors je déborde un tout petit peu, mais je voulais évoquer cet album qui est en fait un mini-album d'Alan Wax qui paraît en 1990, donc un peu tardif, ok, mais là nous sommes tout à fait dans l'ambiance, effectivement gothique et très sombre, la voix est très sombre, les thèmes sont... Donc il chante en anglais, vous avez un petit livret d'ailleurs qui vous permet d'avoir les paroles traduites et puis les paroles en anglais. Dans ce disque assez très sombre, sorti en 1990
Demon of Latreia, voilà, de Alan Wax. Des plages, effectivement, vous êtes dans les landes sombres et humides, complètement, ou au bord d'une falaise, hein, sur le point de sauter. Bref, très très intéressant. Et puis, très vite, parce que je les avais dans la discothèque en vinyle et je pense qu'il faut les évoquer, ce groupe belge, cette fois-ci, Neon Judgment, avec ce superbe album, qui est pour moi tout à fait dans le gothique, un peu indus. Mafu Cage, qui est leur premier album, absolument, moi j'aime beaucoup. Et le suivant aussi, Horny as a Hell, qui reste un petit peu dans le même style. C'est vrai qu'eux, ils vont avoir une carrière plus dans les... En tout cas, un succès dans les clubs. Effectivement, c'est un côté un peu plus dansant, dirons-nous. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ce soit pas dansant, la musique gothique ou cold ou dark. Donc des Neon Judgment, et puis bien sûr les Hollandais. Et oui, ce sont des Hollandais, les Hollandais de Clan Zymox, qui sous ce nom-là, sur le label 480, vont sortir 2 albums sur le label 480 sous le nom Clan Zymox, avant de se changer de nom et s'appeler tout simplement Zymox par la suite. Ça, c'est le premier album, c'est une pure merveille sur le label 480. Clan of Zymox. Voilà, c'était ma proposition concernant la musique dark, cold and gothic. J'attends vos commentaires, je pense qu'ils vont être nombreux, beaucoup. Je vous entends déjà ne pas être d'accord ou me dire que j'ai oublié un certain nombre de choses ou que j'ai fait des coquilles, ça arrive effectivement. Tenir la distance sans faire de coquilles, c'est pas toujours facile. Bref, Vince, see, cares about.